Par souci de structurer ce cours, j'ai choisi de mettre en exergue de chacune de nos 15 rencontres une œuvre d'art. Alors vous avez devant vous une des œuvres certainement les plus révélatrices des aspirations de la Renaissance italienne, un portrait, c'est-à-dire un de ces emblèmes du paraître, le paraître étant certainement l'une des vertus, c'est devenu une vertu en effet, les plus communément répandues au XVe et XVIe siècle. Et au cours des 15 leçons que nous allons avoir ensemble, vous verrez d'innombrables portraits, mais très peu aussi harmonieux et purs, mais en même temps aussi mystérieux que celui-ci. Alors, la jeune femme que vous avez sous les yeux, le jour où le portrait a été peint, en 1488, était mariée depuis 2 ans. Elle s'appelait Giovanna Tornabuoni, et elle venait de quitter, donc 2 ans auparavant, son nom de jeune fille, qui était Giovanna dei Albizzi. C'est important de le rappeler car le mariage de Giovanna et de Lorenzo Tornabuoni marquait la fin d'une querelle médiévale qui avait ensanglanté Florence pendant des siècles. Les deux partis ennemis qu'étaient les Albizzi et les Tornabuoni se donnaient enfin la main par le mariage de leurs enfants, Giovanna et Lorenzo. Et pour marquer cette paix retrouvée, le père de Giovanna a commandé au plus grand peintre de ce temps-là, à Florence tout au moins, à Ghirlandaio donc, l'effigie que vous avez sous vos yeux, en lui demandant de se dépasser lui-même. Et Ghirlandaio s'est à ce point dépassé lui-même dans la sévérité de la composition, dans l'austérité du décor, mais en même temps dans l'extraordinaire tendresse du modelé sur le cou, sur le visage, sur la coiffure et même sur les vêtements de la jeune femme, qu'en fin de compte, il a ajouté à sa composition, en plus des éléments symboliques que vous voyez là, le collier de corail, le bijou, le livre d'heures qui se trouve ici, il a ajouté une sorte de petite maxime, une sorte de pancarte, et cette pancarte, vous pouvez presque tous la lire, Ars utinam mores animumque effingere posset, pulcrior imperis tabella non foret. Ce qui traduit veut dire ô art, si tu avais le pouvoir de donner à cette peinture son caractère et la parole, sans doute alors elle serait la plus belle qui soit sur terre. Une façon, je pense, d'emblématiser que Domenico Ghirlandaio avait l'impression, et je crois qu'il pouvait avoir raison d'avoir cette impression, d'être arrivé à peindre enfin l'idéal, c'est-à-dire l'une des fonctions que la Renaissance a particulièrement emblématisées. Nous reprononcerons bien souvent ce mot de idéal, au XVIe siècle même nous le transcendrons pour parler de sublime. C'est un mot à la mode au XVIe siècle, et j'espère qu'un peu chaque fois, vous aurez en mémoire dans le coin de la rétine ce portrait de Ghirlandaio, qui est certainement l'une des plus admirables manifestations du culte que toute l'Europe a voué au dépassement de soi-même, c'est-à-dire à l'idéal. La date du tableau, c'est 1488, et comme je vous l'ai dit, et comme le programme d'ailleurs vous l'indiquait, nous allons ce soir faire une petite expérience, peut-être vous verrez un peu sèche au départ, mais qui je crois est extrêmement utile, c'est d'établir ensemble l'éditorial de la Gazette de 1480. C'est-à-dire, on va essayer d'imaginer une sorte de journal idéal qui raconterait tout ce qui se passe sur la planète pendant que Giovanna Tornabuoni vit encore. Car il faut tout de même que je vous dise que, comme si c'était le tableau qui lui avait pris et son caractère et son pouvoir de parole, le romantisme l'a atteint jusque dans sa vie. Giovanna Tornabuoni est morte au lendemain de ses couches. Le but, c'est pas seulement de vous montrer ce qui se faisait en 1480 en Europe, ce n'est pas que cela, c'est aussi de fixer un petit peu les points de ralliement des lieux qui influenceront l'homme de la Renaissance. Car vous savez que l'homme de la Renaissance, et je crois qu'on peut le dire dès la première leçon, est un homme éclaté. Pour la première fois, le méditerranéocentrisme qui avait marqué jusqu'alors toutes nos civilisations saute, et l'homme de la Renaissance, dès le XVe siècle, va pouvoir et va vouloir surtout regarder ailleurs, regarder plus loin. Il va établir et tracer des routes infinies
ces routes infinies, parfois jusqu'au fin fond de la Chine. À leur tour, les Chinois, par exemple, les emprunteront pour amener à notre Occident ces couleurs nouvelles, ces matières nouvelles, cette forme de pensée nouvelle, cette façon de structurer l'espace nouvelle également, qui marque en fait le miracle renaissant. Donc c'est pas tout à fait gratuit qu'aujourd'hui je vous parle d'Inde, par exemple. Il y a eu en pleine Renaissance et en plein XVe siècle, des hommes de Venise ou de Florence qui sont allés dans les lieux dont je vous parlerai. C'est pas tout à fait vain non plus que je vous parle de Chine, puisqu'il y a eu au XVe siècle des caravanes chinoises qui sont parties de hauts lieux comme Pékin ou comme Nankin pour apporter par cette route de la soie bien fameuse quelques-uns de ces produits extraordinaires que les peintres de la Renaissance incluront dans leur pays, dans leur peinture. Soie de Chine, porcelaine de Chine, nous les retrouverons d'ailleurs de semaine en semaine. C'est surtout une façon de vous montrer tous une partie des tenants et aboutissants de cet élargissement de la vision dont a pu bénéficier l'homme du XVe et dont à plus forte raison bénéficiera l'homme du XVIe siècle. Alors on ouvre tout de suite la Gazette à la première page c'est les affaires européennes. Alors puisque après tout on est à Florence, commençons par la rubrique Italie. Eh bien en Italie, inutile de vous dire, tout va mal. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir que tout va mal à peu près partout dans le monde dans ces années 1450 à 1480. Vous finirez d'ailleurs par faire la découverte qu'à quelque époque on se place, tout va toujours mal. C'est roboratif de se dire ça avant d'ouvrir la tribune du matin. Mais enfin, en Italie, tout va mal. Car en effet, l'Italie a été des temps auparavant, mais l'Italie a été unifiée grâce à l'extraordinaire effort politique et culturel de la maison de Hohenstaufen. Ça a été la première et au fond la seule unité italienne depuis la prépondérance des aigles de la Rome impériale. Mais le vieux rêve de l'unité italienne a sombré avec la chute des Hohenstaufen, et il y a des générations et des générations déjà, en 1480 donc, que l'Italie se redivise, se resubdivise et se re-subdivise. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus en fait l'Italie se remorcelle. On peut dire que chaque ville importante d'Italie devient comme un État à soi seul. Florence est un État, Sienne est un État, Ferrare est un État, Milan est un État, Urbain est un État, Naples en est un autre. Vous avez autant d'États, je le répète, qu'il y a de villes en Italie. Et à la tête de chacune de ces villes, et donc à la tête de chacun de ces États, il y a toujours le Seigneur, qui porte alors là des noms, des titres infiniment variés. Il peut être capitaine, il peut être gonfalonier, il peut être consul, on peut l'appeler recteur. Il est toujours néanmoins le maître absolu. Il est, si vous le voulez, le tyran au sens propre, j'ai failli dire au sens machiavélique, et au fond j'aurais eu raison. Il est au sens machiavélique donc du terme le tyran, c'est-à-dire l'homme de l'absolue autorité. Autant d'États que de villes, autant de seigneurs que de villes, autant donc d'autorité absolue que de villes. Et inutile de vous dire, je pense, que chacun de ces seigneurs, et par là même chacune de ces villes et chacun de ces États, s'épuise tout au long du XVe et tout au long du XVIe siècle en des guerres infinies. Milan contre Ferrare, Venise obscurément contre Gênes, Gênes même contre Naples, etc., etc. Et nous aurons souvent à citer l'une ou l'autre de ces guerres intérieures qui vont en fait ensanglanter l'Italie, c'est vrai, mais surtout appauvrir l'Italie, c'est vrai aussi, mais surtout favoriser des routes d'échange extraordinaires, puisque par route d'armées interposées, à leur tour, et juste après les soldats, les artistes pourront connaître, ville après ville, seigneur après seigneur, les différentes cours dont les contacts vont finir par faire naître la véritable Renaissance. Donc, et on clôt le chapitre Italie là-dessus, nous avons une Italie subdivisée, une Italie en guerre, une Italie très disharmonieuse en ceci que seuls quelques États laissent croire par leur prospérité à une paix cosmique, mais cette paix cosmique est une paix de l'intellect. Les bras, eux, sont occupés à fourbir les épées et à décabosser les armures. Chapitre suivant, la France. Que se passe-t-il en France à ce moment-là? Inutile de vous dire, tout va mal.
C'est la fin du règne d'un roi extrêmement curieux parce que sa nature a changé profondément entre sa jeunesse et son âge mûr. Le jeune indécis est devenu un roi de fer. Ce roi, c'est Charles VII. La raison véritable de cette transmutation du personnage, c'est bien sûr Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, bien sûr, a payé de sa vie ce sacrifice qu'elle a fait à la France et les morte. Il reste donc le vieux, vieux, pas si vieux après tout, mais disons le mûr Charles VII, et alors qu'il pourrait au fond ou presque exercer une autorité, sinon absolue, du moins monolithique, il a ce malheur d'avoir lui aussi la racine de la subdivision dans son propre sein. Le dauphin de France se sentant fort mal avec lui. Et notre gazette nous raconterait les démêlés du roi Charles VII et du dauphin Louis. Ces démêlés sont tels, exil, retour, re-exil, re-retour. Ces démêlés donc sont tels que, en fait, le roi Charles VII ne résiste pas longtemps, il meurt et alors monte sur le trône son successeur, le premier roi de France moderne, si j'ose dire, le roi Louis XI. Le dauphin Louis devient Louis XI. Et vous savez qu'avec lui naîtra ce qu'on peut appeler une France moderne. Louis XI a peut-être été encore un homme du Moyen-Âge quant à la nature qu'il représentait et quant à l'image qu'il se faisait du pouvoir royal. Il n'en est pas moins, au fond, un humaniste de la Renaissance par les aspirations mêmes qui ont été les siennes. Tout irait donc pour le mieux dans la meilleure des France possibles sous le règne de Louis XI, s'il n'y avait, face à Louis XI, un nouveau levain de discorde, et ce levain de discorde, c'est bien sûr la Bourgogne. Charles le Téméraire est aux portes, et vous savez qu'en fait, toute notre chronique de ces années-là nous raconterait combien, sur terre de France comme sur terre de Bourgogne, l'affrontement de ces deux titans, Louis XI et Charles le Téméraire, est en fait, si vous voulez, faiseur d'intrigue. Dans la rubrique française, il y aurait une petite page de potin mondain, il y aurait Madame, comment elle s'appelle, Sisti Pucci ou Pucci Sisti, qui nous raconterait les ennuis d'un grand financier de ses amis, naturellement. Ce grand financier vit à Bourges, nous aurons l'occasion d'en reparler, c'est l'homme le plus puissant d'Europe, sans doute, même pas après les rois, avant les rois, c'est Jacques Coeur. Et si je cite Jacques Coeur, c'est tout simplement que, vous le savez sans doute, en père de France, c'est un homme non pas même de la Renaissance, mais des temps modernes, puisqu'il est l'inventeur du véritable capitalisme industriel. Fabuleusement riche, ayant des comptoirs partout au monde, ou à peu près, trafiquant avec littéralement tous les mondes qui sont ouverts, et même ceux qui ne sont pas ouverts à ses agents, Jacques Coeur devient non seulement le grand commerçant, mais aussi le grand banquier et surtout le grand bailleur de fonds de l'Europe. Au fond, le capitalisme moderne trouve ses racines dans la maison de Jacques Coeur, en plein Bourges. Je ne vous dis pas que ça lui coûtera très cher, ça lui vaudra la déshabilitation et la confiscation de ses biens, parce que ça c'est pour le numéro prochain de la Tribune. Nous n'en sommes, si j'ose dire, pas encore là. La France donc est elle aussi divisée, comme tout à l'heure le chapitre italien, mais en deux clans fondamentaux, la royauté légitime, celle de Louis XI, et au fond cette royauté par procuration et surtout par nature, celle du Bourguignon, Charles le Téméraire. Existe la France, on saute une page, l'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est pire que tout. Tout va pour le plus mal dans le pire des mondes possibles en Angleterre. C'est la fin du règne d'un souverain pathétique, le roi Henri VI, et vous savez que la folie d'Henri VI le rend véritablement incapable de régner. Donc, et vous le savez sans doute, on lui assigne un régent, c'est-à-dire quelqu'un qui, en son lieu et place, puisse régner. Seulement, ce régent appartient, comme le roi, à la lignée, la grande lignée des Lancaster. Or, il se trouve qu'il y a en Angleterre un levain de discorde, décidément il y en a dans toute l'Europe. Ce levain de discorde, ce sont les prétentions de la famille rivale, les York, à la couronne d'Angleterre. Et donc, profitant de la régence, la famille d'York, le duc Richard d'York plus exactement, tente un soulèvement contre l'autorité des Lancaster.
Et alors commence ce qui occuperait toute la page de 1400 quelques de notre Gazette, cette guerre des York et des Lancaster, qu'on appelle, vous le savez bien sûr, la guerre des deux roses, puisque la rose figure sous les deux blasons des deux familles, rouge pour les Lancaster et blanche pour les York. Grâce à Dieu, dans notre numéro présent de la Gazette, tout vient juste de s'arranger, puisqu'en 1485, Henri, duc de Richmond, monte sur le trône d'Angleterre et y installe la dynastie des Tudors. C'est donc l'avènement des Tudors en Angleterre. Sautons toujours une page et voyons maintenant ce qui se passe du côté du Saint-Empire. Alors, du côté du Saint-Empire, si j'ose dire, c'est beaucoup plus folklorique. C'est le triomphe absolu, définitif, parce qu'il va durer des siècles et des siècles, de la maison de Habsbourg. Et cela grâce à un empereur qui bien sûr sort de cette maison. Cet empereur, c'est Frédéric III, bien entendu Frédéric III de Habsbourg. Il est monté sur le trône en 1440 et depuis 1440, il se signale dans la rubrique politique extérieure comme dans la rubrique politique intérieure, comme dans la rubrique des potins mondains d'ailleurs, comme le plus parfait imbécile qu'on ait jamais vu sur un trône. Frédéric III est le monarque le plus incapable de l'Europe et il l'est avec une forme de tranquillité d'âme absolument extraordinaire. Il l'est même tellement qu'il est le dernier à oser ce happening archaïque de se rendre à Rome en 1451 pour y obtenir en fait couronnement papal. Et il sera le dernier des empereurs en fait à obtenir ce couronnement papal qui s'est passé, inutile de vous le dire, dans un fou rire romain indicible. Car pour cacher la bêtise du roi, on avait développé des fastes tels que ça ne lui permettait surtout pas d'ouvrir la bouche. Il l'a ouverte pourtant, et les humanistes de la Rome de 1451 s'en sont mis jusque-là et ont eu 2 générations à raconter l'histoire de celui qu'ils appelaient la poupée impériale. Tout de même, ce Frédéric III, qui fait certainement bien rigoler Giovanna Tornabuoni dans son journal, ce Frédéric III a eu un coup de génie. Oh, il a certainement pas fait exprès. Bien longtemps auparavant, bien avant même que son histoire, si vous le voulez, s'en mange, il avait obtenu du duc de Bourgogne l'accord pour une fiançaille et pour un mariage de son héritier avec l'héritier de Bourgogne. Et le temps venu, il se souvient, malgré tout, il se souvient qu'il a un fils et que le duc de Bourgogne a une fille comme c'est bien. Et il réouvre les pourparlers politiques entre l'Empire et la Bourgogne et il organise ce mariage. Et c'est ainsi que son fils Maximilien épousera Marie de Bourgogne. Si je cite le fait, c'est parce que c'est ce mariage de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne qui va en fait créer l'Europe moderne, mais en même temps créer pour des siècles et des siècles de conflits indicibles, car vous savez, je pense, le fameux mot, mais c'est plus qu'un mot, c'est une leçon d'histoire de Louis XV, alors qu'il était allé voir le tombeau commun de Maximilien et de Marie. Il avait contemplé les 2 pierres et avait dit dire que c'est là-dessous qu'il y a le ferment de toutes nos guerres. Et c'est pas si faux. Mais toujours est-il, disons qu'à l'époque où nous sommes, Maximilien prospère en force et en beauté, cependant que Marie, elle, prospère naturellement en vertu et en sagesse, mais tout de même, les 2 maisons sont prêtes de s'allier. Dernière page occidentale importante, si vous avez encore un peu de patience, l'Espagne. L'Espagne est aussi infiniment divisée jusqu'alors, surtout entre Castille et Aragon. L'Espagne, elle aussi, vient de fêter, ça date de 1469, mais ma gazette est un peu large, il le faut bien. L'Espagne, donc, vient de fêter un mariage qui allie les 2 maisons et fait par la même naître une Espagne, appelons-la une et indivisible, parce que c'est certainement ce à quoi on croyait à l'époque. C'est-à-dire que le jeune Ferdinand de Castille vient d'épouser Isabelle d'Aragon. 2 êtres exceptionnels, vous le savez sans doute, 2 êtres d'une trempe exceptionnelle, mais surtout 2 êtres qui ont ce sens profond de défendre chacun leur patrimoine, l'Aragon pour l'un, la Castille pour l'autre, mais en même temps, lorsqu'ils sont ensemble, de gouverner ce qu'ils estiment être l'Espagne une.
Et il faut dire que c'est sans aucun doute grâce à Ferdinand et Isabelle que va se créer une Espagne solide dont un jour un Charles Quint, par exemple, fera quelque chose à proprement parler. Et Charles Quint, inutile de vous le dire, nous le redécouvrirons, mais dans des semaines et des semaines de cela. Voilà donc la gazette de ces grandes puissances, et inutile de dire qu'il faudrait aussi lire entre les articles quelques petits entrefilets qui nous parleraient par exemple de Ivan III, grand-duc de Moscou, de Casimir Jagellon, roi de Pologne, de Mathias Corvin, roi de Hongrie, et de bien d'autres encore. Peut-être même d'ailleurs on nous parlerait de la Suisse, il y aurait certainement un entrefilet suisse pour apprendre à l'Europe ébahie que ce sont ces drôles de cocos de Suisse qui viennent d'écraser à tout jamais ce bourguignon de Charles le Téméraire. Tout cela se passe à peu près dans les mêmes années, puisque c'est entre 1474 et 1477, comme vous le savez sans doute, que la Suisse va réussir, elle, à définitivement anéantir les prétentions bourguignonnes sur l'Europe. Donc c'est vous dire que notre gazette serait riche, bien sûr. Alors Giovanna Tornabuoni la refermerait, cette gazette occidentale, pour rêver un peu, et en rêvant, elle se rendrait compte que l'Europe moderne est en train de se créer. Parce qu'il y a un peu partout dans cette Europe, dont nous venons de faire un rapide panorama, de ces êtres d'exception qui, en le voulant, heureusement, mais parfois aussi sans le vouloir, malheureusement, sont en train de faire naître une nouvelle Europe. Il y a un Louis XI, il y a un Henri VII Tudor, il y a même Frédéric III avec ses heureuses idées de mariage, il y a Ferdinand et Isabelle plus au sud, bref, il y a un certain nombre de souverains et de maisons par lesquels une Europe une est en train de naître. C'est quand même pas encore tout à fait né, c'est en train de naître, ça germe si vous le voulez. C'est pas tout à fait né, aussi je vous propose maintenant d'aller faire un petit reportage sur place en vous montrant combien cette Europe qui a l'air de s'unifier et de s'ouvrir et d'éclater ses frontières est encore disparate, qu'elle vit encore un pied dans le Moyen-Âge et dans l'ère gothique et un pied déjà dans ce monde moderne et nouveau qui sera bientôt le monde renaissant. Et pour que vous vous rendiez compte de cette disparité culturelle comme politique, esthétique comme historique de l'Europe, j'ai choisi deux résidences qui ont été construites presque en même temps. L'une, c'est justement la résidence de Jacques Coeur, ça permettra de faire mieux connaissance avec ce seigneur de l'Europe, et l'autre, à l'autre bout du monde, parce que c'est à Urbain et donc en Italie, il y a des journées et des journées de voitures de là, voitures de l'époque bien sûr, c'est la résidence de ce prince des armes qu'est Frédéric de Montefeld. C'est encore une fois à peu près contemporain, mais vous allez voir, en les regardant l'une puis l'autre, combien l'Europe une n'est pas encore née, car elles sont vraiment l'une et l'autre, les témoignages superbes de deux mondes complètement opposés encore. Alors voilà quelque chose que je pense vous connaissez, ce sont les toits de Bourges, les toits de la vieille ville. Et dans cette ville, qui est encore une ville au fond obscure par l'étroitesse de ses ruelles et par surtout le caractère dominant de ses pignons, vous devinez au centre une construction somptueuse avec pignons décorés, tourelles, tourettes, etc. Cette maison, c'est la maison du grand financier du monde, c'est la maison de Jacques Coeur. Et pour que vous vous en rendez compte, je vous montre l'immense portée du toit des entrepôts supérieurs, mais pour compenser la sévérité de cette immense portée, la délicatesse ciselée de la balustrade et surtout la délicatesse ciselée de la tour de guet que vous avez ici. Ça n'est pas un château, c'est déjà un palais comme les Italiens bientôt l'entendront, ça n'est pas protégé et défendu, c'est au contraire ouvert, car c'est un monument du paraître que Jacques Coeur avait élevé ici. On pénètre dans la cour d'honneur et alors on voit se développer toujours ces gigantesques volets de toits qui au fond prouvent mieux que n'importe quoi la prospérité de la maison, mais aussi, et en contrepoint très habilement, cette pierre découpée, cette pierre comme orfèvrée qui partout vient donner de la lumière à la sévérité même de l'ensemble. Néanmoins, l'ensemble doit être imposant, et lorsqu'on est prêt de pénétrer chez le maître de maison, on doit passer devant cette tour qui contient en fait le grand escalier d'accès aux étages différents de la maison, et notamment bien sûr au lieu où se tient le maître, et alors lorsqu'on lève le nez, on s'aperçoit
que l'on est au pied d'une tour qui a presque l'aspect monumental d'un donjon des vieux temps, mais ce donjon, lui aussi, délicatement orfévré de médaillons qui nous montrent, et après tout on est chez un financier, donc chez un homme qui a l'habitude de faire travailler les autres, qui nous montre donc les occupations humaines le long des mois de l'année. Il ne faut pas perdre de temps, car le temps c'est de l'argent. Jacques Coeur l'avait dit bien avant moi et bien avant d'autres. L'intérieur de l'hôtel, maintenant, était à l'époque, bien sûr, rayonnant de son luxe. Il y avait les plus belles des tapisseries d'Europe, il y avait les plus beaux des tapis de l'Orient. Jacques Coeur pouvait choisir, bien sûr, dans les comptoirs qui étaient les siens. Il y avait des pièces d'orfèvrerie et des curiosités de toutes sortes, une collection unique au monde que ses agents, pour lui et pour lui seul, en fait, traînaient de partout. Tout cela a disparu, bien sûr, avec la confiscation des biens. Il faudrait aller chercher les rares qui ont survécu dans les biens confisqués, eux aussi, de la couronne de France. C'est donc un squelette que vous pouvez voir ici, mais un squelette qui parle pour la splendeur de la maison. Par exemple, avec cette tribune dans la grande salle d'accueil, tribune que Jacques Coeur avait fait percer pour y installer les musiciens qui devaient complimenter les hôtes d'honneur. Ou, autre exemple de cette splendeur, le manteau de cette cheminée, un des plus délicats des travaux du début du XVe siècle, cheminée que Jacques Coeur a voulu déguiser elle-même en maison, avec des fenêtres ouvertes où vous voyez apparaître nobles seigneurs et nobles dames venant féliciter le maître de la maison lui-même, Jacques Coeur, et son épouse que vous trouvez ici. Et d'une pièce à l'autre de cette maison, partout vous retrouveriez l'immensité de ces espaces, l'immensité donc de ces salles, à chaque fois animées par d'immenses cheminées dans lesquelles, comme le dit l'expression traditionnelle des guides, on peut faire rôtir un bœuf entier. Mais ce qui vous frapperait, c'est moins le fumet du bœuf que la beauté de la cheminée. Car vous verriez qu'en frise, vous avez des acanthes, des rinceaux d'acanthes, presque renaissants déjà, avec de petits personnages de loin en loin, les uns amusants, les autres satiriques, les troisièmes même parfois érotiques ou grinçants. Vous avez une dame à la quenouille, voilà par exemple ici un mouton qui vient apparaître par-dessus ses acanthes qu'il a l'air de prendre pour des feuilles de salade. Et au console d'angle, voilà ici le scribe, c'est-à-dire celui qui déplie le parchemin sur lequel Jacques Coeur a eu la coquetterie de faire écrire qu'il était lui-même l'un des êtres les plus prospères de la planète. On peut s'offrir de temps en temps ce genre de luxe. Voilà donc une maison qui, par sa respiration et par sa lumière, est déjà, je veux dire, renaissante, mais je espérais que les quelques détails que vous en avez vus, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, vous ont montré que Jacques Coeur à Bourges, parce qu'en fait, en France, on reste fidèle, et il reste fidèle à l'esprit gothique. C'est un gothique transcendé, c'est un gothique allégé, c'est un gothique illuminé que le gothique de Jacques Coeur, mais c'est un gothique tout de même. Jacques Coeur a tout de même les deux pieds, ou disons un pied et demi, dans la tradition du Moyen-Âge à laquelle il appartient. Tandis que, et maintenant nous avons franchi d'un coup d'un seul la distance de Bourges à Urbain, Frédéric de Montefèvre c'est tout autre chose. Bon, vous me direz, ça n'est plus un financier, c'est un homme d'armes, mais je rappelle que les deux, Jacques Coeur comme Frédéric de Montefèvre, avaient au moins ceci en commun, qu'ils étaient prospères. Alors, une deuxième prospérité, la prospérité italienne. Voilà l'entrée du palais lui-même, et je pense qu'au premier coup d'œil, vous voyez l'immense différence d'un palais gothique encore, presque fortifié, et au contraire de ce palais italien, entièrement ébrasé, généreusement ouvert, non seulement à la lumière bien sûr, mais aux visiteurs. On est comme appelé par l'espace intérieur de cette cour pour gagner la maison même. La cour est d'ailleurs l'une des plus belles réussites de cet ensemble, avec cette merveilleuse harmonie d'arcs en plein cintre que supportent des colonnes à l'antique. Et pour que ces arcs en plein cintre ne pèsent pas trop lourd, vous voyez qu'on a ménagé au-dessus de chacun une sorte de faux œil de bœuf qui donne toute sa légèreté, mais en même temps toute sa rigueur à cet ensemble.
Et ce qui est très typique de l'époque où nous sommes, c'est-à-dire de cette Renaissance, de cette Italie surtout, vous remarquerez que les détails sont à chaque fois aussi amoureusement soignés que l'étaient tout à l'heure les lancéoles de Jacques Coeur. Chapiteau, je le disais tout à l'heure, imité de l'antique à la corinthienne, mais aussi ici pilier corinthien, et vous remarquerez que toute cette végétation supporte et exalte la très grande sévérité de l'ensemble. Comme tout à l'heure, bien sûr, nous allons pénétrer, et je voulais vous montrer la porte, parce qu'elle le mérite ô combien. La porte sur les murs sévères du palais de Frédéric de Monteffeltre est comme un joyau, c'est-à-dire qu'il a donné à la porte la même importance que tout à l'heure Jacques Coeur. Regardez qu'ici aussi, il l'a encadré de sculptures infiniment délicates, mais vous remarquerez que le rythme de ces sculptures, la mélodie de ces sculptures est complètement différente de Bourges. C'est-à-dire qu'au lieu d'y avoir le caprice de l'ornement, il y a au contraire ici la très grande rigueur de l'ornement, tel que les architectes de Frédéric de Monteffeltre ont pu les observer sur ces monuments antiques qui commencent à être, pour eux comme pour lui, une sorte de modèle. Voilà, vu de près, cette grecque en spirale, toujours reprise et comme tricotée, semble-t-il, sur elle-même, qui est à la fois infiniment majestueuse et en même temps, disons-le bien, infiniment gracieuse. On pénètre dans la maison, et ça aussi c'est quelque chose que Jacques Coeur n'eut point fait. Son portrait figure sur la cheminée, mais tout de même pas dans l'escalier d'honneur. On rencontre d'abord le maître de maison, par quelque chose qui est un encadrement de pierre, bien sûr, qui ressemble presque à la porte de tout à l'heure, comme si Frédéric de Monteffeltre, au siècle des siècles, voulait vous faire l'honneur de vous recevoir lui-même. Mais regardez surtout le maître de maison. Ça n'est pas, certes, simplement un banquier, excusez-moi, un guerrier. Ce n'est pas un guerrier, c'est le guerrier. C'est-à-dire que, ayant emprunté ici l'habit à l'antique, il devient immortel, ou plus exactement, il s'inscrit dans la longue filiation de tous ces guerriers qui ont porté cuirasse depuis les glorieux soldats de la République romaine jusqu'à Frédéric de Monteffeltre. Une façon donc de sortir de son temps pour mieux s'inscrire dans l'éternité. Puis nous parcourrions, bien sûr, comme tout à l'heure, les salons, et nous découvririons aussi que les Monteffeltre, au siècle des siècles, ont dû vendre leurs tapisseries et leurs tapis. Ils ont connu eux aussi l'infortune des ressauts de l'histoire, donc on n'a plus guère que des cheminées à se mettre sous la dent. Tout à l'heure, je vous ai montré plusieurs cheminées de chez Jacques Coeur. Je vous en montre une à Urbain chez Frédéric de Monteffeltre pour que vous voyez combien elle est différente. Elle n'est pas conçue comme une sorte de maison gothique, comme était la grande cheminée de Jacques Coeur. Elle est conçue comme l'entablement d'un temple supporté par deux Atlantes. Et je pense qu'à voir les deux Atlantes, vous voyez combien l'esprit des sculpteurs a été différent ici à Urbain de ce qu'ils étaient tout à l'heure à Bourges. Les deux Atlantes sont traités avec une sorte, voilà l'un d'eux, voilà, ils sont traités avec une sorte d'esprit totalement nouveau. C'est cet esprit qui a su s'inspirer de sources jusqu'alors négligées, bien sûr les sources antiques, vous le savez bien, mais pour créer un langage esthétique nouveau, non pas pour copier simplement, mais pour découvrir des racines nouvelles permettant de créer ce qu'on appellera à l'époque l'art moderne. Car en fait, c'est cela. Jacques Coeur regardait du côté de la tradition, Frédéric de Monteffeltre, en italien qu'il est, regarde vers ce qu'il y a de plus contemporain. D'ailleurs, cet contemporain, oh là là, je suis jamais arrivé au bout. Cet aspect contemporain, donc, il le marque même dans les techniques qui sont celles qu'il a choisies pour le décor de son château. Par exemple, ici, sur un grand coffre, un décor en marqueterie, un décor de ville idéal. Alors ça, vous savez bien qu'on en reparlera et abondamment parce que vous connaissez peut-être mes goûts pervers pour la marqueterie renaissante. On en parlera donc tout un mardi. Ça, c'est juste une indication. Toujours-est-il, je vous disais, homme du futur, puisqu'il montre bien que jusque dans les coffres qu'il fait exécuter pour son château, il utilise les dernières ressources récemment inventées de la loi de la perspective, telle que Alberti le Premier l'a codifiée. D'ailleurs, cette marqueterie somptueuse, on la retrouve de loin en loin dans tout le palais, même dans certaines des portes des appartements d'honneur. Ici, un Saint-Georges
dont le dessin a été confié à M. Botticelli lui-même. Car en effet, j'ai cité le nom de Botticelli, disons bien que Frédéric de Montefeld, à la différence de Jacques Coeur, est un collectionneur passionné de peinture moderne. Jacques Coeur collectionnait les bizarreries de son temps, les objets étranges, déroutants, les objets de très haut luxe aussi. Frédéric de Montefeld, lui, en homme de la Renaissance, ne s'intéresse plus à ce qu'il estime peut-être être ses fitreries du passé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'art moderne. Voilà pourquoi, lorsqu'il se fait portraiturer, c'est par un peintre résolument moderne, ce fameux Berruguete qui est en train de révolutionner véritablement l'art de la péninsule ibérique. Et lorsqu'il achète des tableaux, ce sont des tableaux résolument modernes eux aussi, comme par exemple cette Vierge à l'enfant de Veneziano, tout jeune peintre du temps, mais qui pose sur la Vierge et surtout sur l'enfant, et sur le dialogue de la Vierge et l'enfant, pour être plus précis, un regard totalement novateur. Il aime même tellement l'art moderne qu'il en collectionne non seulement en Italie mais en dehors. Il fait aller jusqu'aux Flandres certains de ses agents pour y acheter et s'y procurer les œuvres les plus novatrices d'une école qui commence à faire parler d'elle, l'école flamande. Et enfin, lorsqu'il le peut, il s'attire auprès de lui les personnalités les plus étonnantes de cette peinture moderne, de cet art moderne, ainsi par exemple Piero della Francesca, qui lui livre entre autres cette admirable flagellation du Christ devant laquelle, comme vous savez, j'ai perdu ma voix. Alors la comparaison de ces deux résidences, Bourg et Jacques Coeur, et puis Urbain et Frédéric de Montefeld, était donc simplement là pour vous montrer que dans cette Europe, je répète, qui a l'air de s'ouvrir, qui a l'air de se connaître, qui a l'air de tracer les routes mêmes de cette connaissance, il y a encore et ô combien des heures de par la disparité même des Européens. D'un côté du monde, à Bourges, on regarde encore dans la ruelle du Moyen-Âge, de l'autre côté du monde, à Urbain, au contraire, on cherche à s'ouvrir aux lumières de la Renaissance. Alors maintenant que Giovanna Tornabuoni a rêvé, nous pouvons avec elle réouvrir la Gazette et aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, comme ça l'intéresse moins ce qui se passe un petit peu plus loin, on va lire un petit peu plus superficiellement. Alors elle prend maintenant la rubrique politique extérieure, Proche-Orient. Il y a deux forces en affrontement. L'une des forces est très vieille, très usée, c'est Byzance. L'autre des forces est jeune, disons-le bien, surtout pleine de fougue et distant de sauvagerie, c'est l'islam tel qu'il est représenté en fait par l'Empire turc. Alors Byzance d'abord. Byzance, je le répète, est littéralement en pleine déconfiture, car Byzance est en pleine terre d'islam. Byzance est une enclave dans l'Empire turc tel qu'il est en train de naître. Alors donc, Byzance est toute seule dans cette enclave. Et naturellement, tous les sultans qui se succèdent sur le trône n'ont d'œil que pour Byzance. Assez fort et assez sûr de lui et sûr surtout de l'islam, Mohammed II met le siège devant Byzance. Et le 29 mai 1453, après une résistance héroïque, vous le savez bien, Byzance tombera. Et son dernier basileus, Constantin, meurt au cours du siège. C'est une ville qui a fait faillite, c'est une ville qui a tout perdu, même son prestige. Et vous savez peut-être qu'elle a perdu son prestige le jour où un personnage dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent, le grand-duc de Moscovie, le Ivan III que j'ai glissé dans les entrefilets de la première page, a eu l'idée géniale d'épouser une princesse byzantine. Il l'a épousée, et le lendemain du mariage, il disait « Moscou, c'est la troisième Rome », qui voulait simplement dire « Il restera toujours Rome, car Rome sera toujours Rome. Il y a moi à Moscou, et puis la deuxième Rome qui est Byzance, elle peut se faire oublier, puisque de toute façon, Byzance est chez moi. » Vous savez sans doute, et Giovanna en frémirait, qu'à peine entré dans Constantinople, Mohammed II se précipitera à Sainte-Sophie, dont il fera décrocher les emblèmes chrétiens pour muter l'église en mosquée.
Aujourd'hui, on a résolu jésuitement, si j'ose dire, le problème, puisque Sainte-Sophie n'est plus ni église ni mosquée, elle est simplement musée. Vous voyez, les musées sont les temples du XXe siècle, je suis ravi que vous vous en rendiez compte. Toujours est-il donc qu'une très grande phase de l'histoire trouve sa conclusion dans les années où nous sommes. Byzance, après des siècles et des siècles de prépondérance sur la Méditerranée et sur le monde, Byzance a fait taire sa voix, mais l'Empire turc, par contre, est maintenant aux portes même de l'Europe. Alors là aussi, je voulais vous montrer la chose. Nous allons donc faire un deuxième reportage, si j'ose dire, et nous transférer dans le palais de Mohamed II et de ses descendants, c'est-à-dire à Topkapi. Car j'aimerais essayer de vous montrer combien Topkapi a été l'un des phares de la Renaissance. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Alors évidemment, vous devez présupposer avec moi que quelque temps a passé pour laisser fumer les ruines de Byzance et surtout pour laisser construire quelques-uns de ces nouvelles mosquées et surtout de ces nouveaux palais qui marquent la grandeur turque. Voilà donc de Topkapi l'horizon d'une ville, imaginons-la prospère, c'est celle des années 1460-70 à peu près, c'est-à-dire celle du règne du grand Mohamed II. Une des plus grandes époques peut-être qu'ait connu l'Empire turc. Et au sommet du pignon où nous sommes s'ouvre un gigantesque palais fait des différentes résidences du maître, des résidences privées de la famille du maître, d'un gigantesque complexe d'appartements fermés que l'on appelle le sérail, et en plus de ça, bien sûr, de magasins et d'entrepôts dans lesquels tout ce que l'Orient a de plus rare et de plus précieux s'accumule pour y être ensuite commercé, notamment avec cette sorte de voisine de Istanbul qu'est Venise. Alors il est évident que je ne peux pas vous montrer que des détails datant de l'époque de Mohamed II, ça va de soi. Le Topkapi a été tellement et sans cesse embelli, enrichi et amélioré que malheureusement vous allez voir quelques éléments qui sont d'au-delà du XVe siècle. Mais au moins vous n'allez pas voir de pendules neuchâteloises, ce qui est pas si mal que ça, car Topkapi en compte, comme vous le savez, des centaines. Alors j'ai trié mes dias, je vous le promets. Voilà donc dans la partie la plus authentique et peut-être la plus ancienne de Topkapi, le sérail, quelques images qui vous montreront le faste de cette civilisation turque. Car il est de fait qu'alors que nous vivions encore dans la semi-pénombre du gothique, les Turcs, eux, les Ottomans, eux, savaient utiliser et ô combien la lumière et surtout savaient faire chanter la lumière, ne serait-ce que de par l'exploitation infiniment habile de cette céramique vernissée qui donne à la rigueur de la pierre un accent plus musical même que poétique. Regardez par exemple cette cheminée du sérail qui, dans une cour extrêmement étroite, vient apporter cette note d'un bleu-vert qui est presque à la vermeère, si vous le voulez, et qui par là même vraiment s'exalte comme un ciel pour les recluses qui s'y réchauffaient. Voilà une autre partie de ce harem avec un autre de ces revêtements de céramique et de stuc datant lui de la fin du XVe siècle. Et un peu plus bas, mais simplement pour vous mettre dans la mélodie de cette art et civilisation turque, voilà encore l'un de ces motifs qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs dans les tapis tels qu'ils étaient vendus et échangés à travers toute l'Europe. Ce motif-là d'arbres et d'arbustes en fleurs, vous le retrouverez même dans la peinture de Carpaccio, même dans celle de Carlo Crivelli, car nous commençons, par Istanbul interposé, nous commençons à nous habituer à cet art oriental. Autre exemple ici d'un de ces revêtements de l'époque, toujours bien sûr en céramique vernissée. Tout cela pour vous dire donc que dans le Topkapi, on vit, et la dynastie des Osmanlis vit le faste de cette civilisation turque. Voilà une autre qui emblématise admirablement la force et la fermeté du sultan. Et à côté de ça, la tendresse et la douceur de son épouse et de ses épouses. Les deux miniatures que je viens de vous montrer tendaient simplement à vous montrer cette double arche d'un gouvernement qui s'est allié. Le glaive est la fleur, si vous le voulez. Le bruit de la guerre est la musique du luth.
Et cela nous a valu, cette alliance des deux forces fondamentales de l'homme, cela nous a valu une des cours les plus prospères et l'une des cours surtout les plus raffinées qui soient. Je vous rappelle que bien avant nous, mais alors vraiment bien avant nous, les Turcs réussissaient à faire venir du fin fond des empires les plus lointains, si lointains que même nous occidentaux, nous n'y croyions pas. Nous ne croyons pas en leur existence alors qu'ils étaient voisins presque immédiats. Par le biais du commerce des Turcs, on faisait venir donc des lieux les plus lointains, de ces porcelaines extraordinaires, de ces objets extravagants qui embellissaient encore la vie du Topkapi. C'est ce que vous montre une partie de ce rouleau chinois qui vous montre une procession de marchands ayant chargé leurs chariots de vases que vous reconnaissez certainement comme étant des vases Ming. Cela vous montre donc que c'est une œuvre du XVe siècle que vous avez sous les yeux. Vases Ming qui vont traverser littéralement le monde entier pour arriver dans les collections même du sultan. Voilà un autre petit détail vous montrant un vase d'une telle délicatesse qu'il a été confié à une jeune fille qui va au moins pour la vertu du tableau faire 10 pas en portant son vase Ming. Eh bien ces vases Ming, ces vases chinois pour être plus large, ils sont encore à Topkapi et ils vous montrent l'extraordinaire curiosité esthétique, l'extraordinaire fringale esthétique des Turcs. Ils sont beaucoup plus que nous occidentaux, à cette époque-là du moins, agides de nouveau. Et c'est ainsi que Mourad II, par exemple, c'est ainsi que Mohamed II, dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, aussi, était plus avide et plus friand de céladon de Chine que de n'importe quel autre vaisselle. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, le Topkapi possède l'une des plus extraordinaires collections de porcelaine chinoise, japonaise et de façon générale orientale qui soit au monde. Tout à l'heure, vous venez de voir ce rouleau chinois où on voyait partir de Chine la cargaison des vases Ming. Eh bien, voilà ici un document qui vous montre ces mêmes vases Ming, mais bien entendu, acclimatés au goût de nos monarques turcs qui les ont fait monter de bronze, comme nous apprendrons à le faire 3 siècles plus tard, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Tout à cette cour de Turquie est d'un luxe ineffable. À côté, vraiment, notre Occident fait bien piètre figure. La moindre des étoffes, comme par exemple ici un mouchoir, est brodé avec une infinie délicatesse et devient à soi seul musical par l'accord de ses couleurs. La moindre des étoffes d'apparat, comme par exemple ici le bord d'un caftan, devient un véritable rêve de motifs ornementaux capricieusement repris les uns sur les autres. Et enfin, il n'est pas de geste du quotidien, comme de se faire une tasse de café ou une tasse de thé, qui ne met en scène des objets extravagants, comme ce service-là en cristal de roche, monté sur or et incrusté de pierres précieuses, l'émeraude et le rubis en particulier, que l'on faisait venir du monde entier. Autrement dit, notre Giovanna Tornabuoni pourrait, et à juste titre, pâlir d'envie sur la chance de ces dames turques qui vivent une civilisation encore beaucoup plus avancée, si j'ose dire, que n'est la sienne à ce moment-là. Alors, elle rêverait un petit moment, et puis du coup, elle reprendrait son journal. Reprenant son journal, elle continuerait sur la politique lointaine et arriverait à ce domaine qu'est l'Inde. Elle apprendrait que l'islam qu'elle vient de voir déferler sur l'Occident est aussi en train de déferler sur l'Orient et qu'en fait, depuis bien longtemps déjà, des hordes d'envahisseurs, d'abord barbares, mais de moins en moins barbares, et donc de plus en plus civilisés, et donc surtout de plus en plus efficaces, ont appris à défaire la grandeur indienne et à s'emparer surtout des richesses de l'Inde. Ces gens-là, à l'époque de Giovanna Tornabuoni, ce sont les sultans de Delhi. La ville de Delhi est sous la coupe de sultans qui dépendent bien sûr les couleurs de l'islam. On les a appelés Ghaznévides, Tougloukides, Saïdides. Toutes ces dynasties sont déjà passées, elles appartiennent au lointain siècle qui précède, c'est-à-dire au Xe siècle. Ceux qui règnent à l'époque de Giovanna Tornabuoni, ce sont les Lodis. Eh bien, les Lodis, défenseurs de l'islam en Inde, donc un petit peu les Turcs de l'Extrême-Orient, si j'ose dire, les Lodis ont fait de Delhi l'une des plus belles villes qui soit, semée de jardins,
semés de splendeur, et ils vivent dans une splendeur au fond très équivalente à celle d'un Istanbul. Seulement à Istanbul, il y a toujours cette forme, comment vous dire, d'âpreté qui fait qu'on n'oublie jamais son épée. Les lodis, par contre, sont si heureux en Inde qu'ils ont complètement oublié, eux, leur épée. C'est la première de ces dynasties molles qui marquent en fait la fin de l'histoire de l'Inde indienne. Alors on va rêver de nouveau avec Giovanna Tornabuoni et nous rendre nous aussi à Delhi pour découvrir des jardins aussi beaux que ceux d'Istanbul tout à l'heure, semés de pavillons aussi beaux que ceux du Topkapi tout à l'heure. Et en fait, si vous le voulez, les modules esthétiques sont les mêmes, car il est évident qu'entre les lodis et les osmanlis, il y a ce même trait d'union qui est le trait d'union de l'islam. Voilà donc les jardins lodis à Delhi. Ces jardins lodis sont des jardins, bien sûr, gigantesques, dans lesquels les différents souverains ont tenu à faire construire leurs tombeaux. Et ce que vous voyez, ce sont des cénotaphes de ces souverains lodis. Alors vous retrouvez le même arc brisé que tout à l'heure, les mêmes niches engagées que tout à l'heure, le même sens de ces coupoles légèrement outrepassées que tout à l'heure, et surtout cette sorte de même grâce architecturale qui est tellement caractéristique en fait de tout le domaine islamique dans les 14e et 15e siècles. Et plus particulièrement, notre œil serait arrêté en plein domaine lodi par un des tombeaux considérés comme le plus beau peut-être qu'il soit, le tombeau du monarque Isa Khan, qui se présente à la fois avec une sorte de solidité énorme tant il est ancré en terre par l'importance et le poids de sa coupole, mais en même temps, et vous le voyez sans doute, d'une légèreté étonnante par la démultiplication même de sa coupole en semi-coupole et surtout par le support des arcs-boutants extraordinairement aériens que vous voyez ici. Architecture donc à la fois d'une solidité et d'une fragilité qui vous rappelle peut-être un peu les modules que vous avez découverts à Topkapi tout à l'heure. Et juste face à son tombeau, Isa Khan a fait construire une mosquée, il y en a à Delhi au moins autant qu'il y en a à Istanbul. Et cette mosquée, il l'a voulu construire dans les deux pierres natives du pays dont il assure le gouvernement, ce calcaire un peu gris que l'on trouve dans l'Inde du Nord, et ce grès un peu rouge, et même très rouge, que l'on trouve répandu en abondance dans cette vaste région qui s'étend de Delhi à Agra. Il a donc créé cet accord de couleurs que tous les souverains de l'Inde reprendront, jusqu'au Taj Mahal compris d'ailleurs. Voilà donc cet accord de couleurs proprement lodi, qui est encore, si vous le voulez, exalté par ce qui était à l'époque un très beau tapis de céramique, aujourd'hui malheureusement en bien piètre état. Et à l'intérieur du tombeau, on découvre une vaste salle, une salle d'ailleurs qui a presque une résonance gothique, si j'ose dire. Cette vaste salle, c'est pourtant la mosquée elle-même, et on découvrirait ici, comme on a découvert tout à l'heure à Istanbul, le mihrab, c'est-à-dire cette fenêtre ouverte pour le musulman qui prie à la Mecque et par là même à la révélation de Dieu. Donc, l'Inde, qu'apprend à connaître par son journal Giovanna Tornabuoni, est dominée par la splendeur de ces lodis dont j'espère avoir su vous montrer un peu la grâce en même temps que la prospérité. Mais un petit codicile à l'article sur l'Inde nous dirait bien qu'à quelques centaines de kilomètres de là, dans un lieu dit Hampi, vit encore une dernière cour indienne, c'est-à-dire une dernière cour légitime, c'est-à-dire une dernière cour dont le rêve le plus fou serait de chasser l'islam et les musulmans et serait de recréer l'Inde. Cette cour de Hampi, c'est la vieille cour des Vijayanagar, hommes qui ont eu l'intelligence et l'habileté de parier avec les Occidentaux, notamment avec les Portugais de Goa, et qui en ont tiré assez de richesses et assez d'argent pour se préparer un jour à affronter l'islam. La bataille aura lieu, mais ça n'appartient pas à ce numéro de la Gazette que je vous lis ce soir, ça appartient à un chapitre ultérieur, et vous savez sans doute que les Vijayanagar de Hampi seront impitoyablement massacrés par les maîtres musulmans de l'Inde, c'est-à-dire par les Moghols. Mais dans le numéro que nous lisons ce soir, les Vijayanagar sont là,
et leur richesse est aussi extraordinaire que celle des Lodis. Ils ont construit une ville d'une infinie délicatesse d'architecture, vous venez d'en voir l'un des pavillons, où le moindre des détails, traité non pas dans la pierre mais dans le stuc, est véritablement œuvre d'orfèvrerie. Voilà le point supérieur de ce pavillon dans lequel on voit bien qu'en dépit de leur haine pour l'islam, les Vijayanagar n'en utilisent pas moins les ressources mêmes de cet art islamique, arc polylobé, arc brisé en particulier, ouverture extrêmement savante sur le jeu des lumières. Autrement dit, ils ont appris à parler le langage de leurs envahisseurs, peut-être pour mieux les affronter. Au grand centre de leur capitale, ils ont fait construire une gigantesque piscine qui sert en fait de bain à leur princesse et à leur reine. À soi seul, ce bain est un des chefs-d'œuvre architecturaux de l'architecture, enfin de la civilisation Vijayanagar les plus étonnants qui soient. On apprend d'ailleurs avec une certaine incrédulité qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1480, les rois Vijayanagar avaient entièrement pavé cette piscine de plaques de céladon venues de Chine, comme quoi au fond, au travers de l'Inde, les rêves sont les mêmes et surtout les sources sont les mêmes. Pour vous montrer la prospérité de cette ville énorme, puissante militairement mais aussi puissante économiquement, puisqu'elle est ville de commerce, je vous montre ce gigantesque bâtiment que mon objectif n'a même pas été capable de saisir d'un seul tenant. C'est tout simplement l'écurie des éléphants du maître de Hampi, c'est-à-dire seulement les éléphants royaux. Nous apprenons qu'ils étaient 117 rituellement de règne à règne. Et enfin, au beau milieu de Hampi se dresse le trône du roi Vijayanagar, une gigantesque esplanade qui raconte à ses parois, taillées dans le granit, la force, la conviction, le courage et surtout la volonté de ces Vijayanagar d'être un jour bientôt les maîtres du monde. Et l'avant de ce gigantesque hôtel à la royauté est marqué par des éléphants qui semblent traîner ce granit comme pour une marche triomphale à proprement parler. Il y a les dieux, bien sûr, à Hampi. Les Vijayanagar sont farouchement anti-musulmans, ils sont donc farouchement hindouistes. Et taillés dans le granit comme le trône de tout à l'heure, les demeures des dieux de Hampi comptent parmi les plus étourdissantes que l'art indien nous ait jamais léguées. Temple à Shiva, temple à Ganesh, temple à Vishnu ou à Narasimha, temple à tous les dieux dynastiques de Hampi sont presque des paris sur l'impossible, tellement la pierre y a été savamment mais aussi extravagamment découpée au point de défier toutes les lois de l'équilibre. Une façon pour les Vijayanagar de montrer au fond toutes les ressources mêmes de leur art, donc de leur connaissance et de leur science, et de se poser en fait en maître par rapport à ces barbares qu'ils estiment être encore les musulmans, c'est-à-dire les occidentaux. Tout cela pour vous dire donc que notre Giovanna Tornabuoni, lorsqu'elle lit cette chronique indienne, peut elle aussi rêver sur le relativisme des choses. À l'autre bout du monde, et dans un bout du monde qu'elle ne connaîtra certainement jamais, l'Inde, il y a une civilisation au moins aussi brillante que sa Florence natale, et il y a en fait certainement des princesses aussi gracieuses qu'elle ne l'est elle-même. Voilà le maître de ces princesses, le dieu Shiva. Après avoir rêvé sur ce relativisme des choses qui fait que d'autres mondes sont aussi puissants, aussi glorieux et en fait aussi épanouis que le sien, Giovanna Tornabuoni tournerait une page de plus et il arriverait à la Chine, c'est-à-dire de là où sont partis les vases de tout à l'heure pour arriver en fait peut-être même sur sa desserte à elle. Quand je vous rappelle qu'à Florence au XVe siècle, il y avait déjà par le truchement d'Istanbul et de Venise, des porcelaines de Chine à Florence. Alors donc, peut-être que ça lui donnerait envie de savoir ce qu'il se passe en Chine. Eh bien, ce qui se passe en Chine, c'est la création d'une nouvelle Chine. Décidément, vous voyez que la mutation a gagné la planète entière. En effet, en 1368, la dynastie des Ming s'est imposée, abattant et à jamais la vieille dynastie des Yuan. Alors, il faut que vous sachiez, parce que c'est peut-être moins familier que l'histoire européenne, il faut que vous sachiez que
pendant des siècles, la Chine a été gouvernée par des non-chinois. Les Yuan, entre autres, sont des Mongols. Des Mongols qui ont réussi petit à petit à prendre l'autorité chinoise, c'est-à-dire le domaine chinois, sous leur coupe. Réaction nationaliste donc que celle des Ming, qui réussiront à chasser l'envahisseur mongol, à s'implanter dans ce qu'ils estiment être leur territoire, la Chine au sens propre du terme, et y créer un nouveau gouvernement. Le premier empereur des Ming, Hongwu, a été le restaurateur de la Chine aux Chinois en 1368 donc. Sa capitale, il l'a décidée dans l'actuelle ville de Nankin. Mais à l'époque de Giovanna Tornabuoni, l'empereur Hongwu est mort, son fils et successeur est mort, son petit-fils et successeur par contre vit, c'est l'empereur Yongle. Et l'empereur Yongle vient de décider d'abandonner la ville de Nankin qui est prête à exploser tellement elle est pleine de la majesté impériale, alors qu'elle ne peut pas contenir autant de monde, autant de figurants et autant d'espace dans ses murs. Il décide donc de quitter cette Nankin trop petite et d'aller fonder l'empire ailleurs. Cet ailleurs, c'est Pékin. Autrement dit, Giovanna Tornabuoni est contemporaine de la création de Pékin, ou tout au moins de la création de cet instrument du pouvoir et de cet emblème du pouvoir qu'est le gigantesque palais impérial de Pékin que nous appelons, nous, en français, la cité interdite. On construisait la cité interdite pendant que Domenico Ghirlandaio peaufinait le modelé du cou de Giovanna Tornabuoni. Des rapports historiques qui sont parfois assez amusants à faire. Je vous rappelle que cette cité interdite n'a pas les dimensions du portrait de Ghirlandaio, puisqu'en fait, elle couvre 720 000 mètres carrés, le plus grand espace que l'homme ait jamais accordé à la royauté. Il s'agit d'un gigantesque rectangle de presque 1 kilomètre, 957 mètres de longueur sur son grand côté et sur 780 mètres de largeur. La cité interdite est donc l'œuvre des Ming depuis cet empereur Yongle, troisième empereur de la dynastie, jusqu'à l'extinction même de la dynastie au milieu du XVIIe siècle. Et puisque ce sont choses contemporaines, le vernis sèche sur le tableau de Ghirlandaio et le vernis sèche sur les poutres de Pékin, alors on va à Pékin pour voir le chantier et voir où ils en sont. Voilà, vue d'avion, bien entendu, cette fantastique cité interdite, l'épicentre du plus grand empire que la Terre ait jamais connu, l'empire du milieu que nous, mais nous seuls, appelons la Chine. Voilà donc la grande enceinte qui enclôt l'ensemble, dans une douve d'ailleurs marquée par de l'eau, vous voyez ici les petits bateaux, et à l'intérieur la succession de ces enceintes imbriquées qui, pavillon après pavillon, révèlent la majesté impériale, puisqu'en fait, un protocole extrêmement précis permet à chacun des dignitaires d'approcher jusque là où sa fonction lui permet d'approcher l'empereur. Et c'est ainsi que, en franchissant barrière après barrière, celui qui est en fait un très haut dignitaire pourra un jour, mais prosterné, contempler la majesté même de l'empereur. C'est donc vraiment le plus extraordinaire des palais, mais je devrais dire la plus extraordinaire des cités que l'on puisse voir, architecturée avec la précision d'un mandala sacré, puisque bien sûr il s'agit de mettre en évidence aussi la divinité sacrée de l'empereur. Alors on va imaginer pour un moment qu'on a droit d'entrer, nous ne serons donc pas dévorés tout crus par les lions qui marquent chacune des portes, mais au contraire nous allons pouvoir franchir porte et cour. Et ainsi, barrière après barrière, douve après douve, pavillon après pavillon, nous allons nous approcher de plus en plus près de la majesté même de l'empereur de Chine. Et découvrir d'ailleurs par là même l'étrangeté de l'étiquette et du protocole en période Ming. Une de ces étrangetés, c'est d'interdire à l'empereur de marcher, comme vous le savez sans doute. Il fallait donc, est-ce toujours, le porter en palanquin. Voilà pourquoi les escaliers qui marquent même l'acheminement de la divinité qu'est l'empereur ne sont jamais des escaliers mais des sortes de grands tapis d'ornement en marbre, car en effet c'est au-dessus d'eux que est posé en survol
la majesté impériale, les porteurs de palanquins étant sur chacun des deux côtés que vous avez ici. L'empereur donc, miraculeusement, descend des nuages pour gagner la terre. Car vous devez remarquer que cette extraordinaire pierre de marbre, certaines sont d'un seul tenant et qui dégringolent toute une volée d'escaliers, représente en fait un ciel miraculeux dans lequel jouent et les nuages et les dragons. C'est un véritable tapis d'ornement qui n'a d'autre fonction que de montrer que celui qui passe au-dessus, l'empereur donc, danse dans le ciel avec ces symboles du bonheur et de la prospérité impériale que sont les dragons. L'empereur de Chine est donc beaucoup plus une entité, à proprement parler politique, qu'un être à part entière. Voilà un autre détail de période Ming aussi d'ailleurs, de l'un de ces innombrables dragons qui marquent chacun des passages de la cité interdite. Et puisque nous sommes décidément de très très grands dignitaires, on va être reçus à l'audience de l'empereur même. Voilà les poutres du pavillon terminal, c'est-à-dire celui dans lequel siège le maître de l'empire du milieu. Chacune des boiseries en a été non seulement sculptée, mais laquée, non seulement laquée d'ailleurs, mais revernie et parfois recouverte d'or. Et on retrouve ici, dans le jeu même des ors, cet azur au sein duquel se nouent les dragons. Une dernière porte devant nous, aile de l'arc rouge, couleur héraldique du pouvoir en Chine, nous sépare de la révélation. Et enfin, cette révélation, la voici. Voilà le trône même du maître de l'empire du milieu, c'est-à-dire peut-être du plus puissant de tous les souverains de la planète. Voilà donc les marches qui permettent d'y accéder. Voilà les brûle-parfums qui isolent l'empereur des senteurs de l'humanité. Il est lui dans un autre monde, inutile de vous le dire. Voilà les grues encloisonnées qui appellent sur lui l'éternité, car la grue est un symbole de longévité. Voilà bref toute la succession des symboles, toute la succession des emblèmes qui autour même du trône garantissent à l'empereur son infaillibilité. Jusqu'au plafond lui-même, juste au-dessus du trône, conçu comme une sorte de gigantesque dais en bois doré et découpé, au centre duquel grouille un dragon aux infinis replis, tenant dans sa gueule la perle, symbole et du pouvoir et de la connaissance. Tout est donc véritablement mis en œuvre dans cette cité interdite pour faire de l'apparition de l'empereur une sorte de véritable miracle. Et aujourd'hui encore, en dépit, disons, des révolutions de palais, puis révolutions populaires, qui ont ensanglanté ce palais et qui ont pillé ce palais, on peut y voir quelques-uns des objets qui étaient les objets du quotidien de ces empereurs. Par exemple, le gigantesque bloc de jade, plus d'une tonne et demie, je vous le rappelle, le gigantesque bloc de jade que l'empereur devait chaque matin toucher pour être sûr de n'être pas empoisonné. Bloc de jade qui raconte dans ses moindres replis de nouveau les nuages du ciel, les vagues de l'eau, les rochers dans leurs caprices, au sein desquels jouent et contre-jouent ces dragons qui sont décidément les frères jumeaux des empereurs de Chine. À côté de ces pierres miraculeuses, ce jade par exemple, ce ne sont que objets d'or ou objets des plus précieux, comme par exemple ici ce double encensoir en or massif qu'au bout d'une perche d'ébène, on avait coutume de promener devant l'empereur lorsqu'il se mêlait aux humains et lorsqu'il pouvait être olfactivement choqué par nos présences, si princes ou si dignitaires que nous soyons. Et enfin, et avant de quitter Pékin, voilà le symbole des symboles, l'objet des objets, la clé des clés, le sceau impérial, celui qui donnait à celui qui le détenait, en fait, le pouvoir absolu sur des millions et des millions et des millions de Chinois à l'époque déjà. Vous voyez donc qu'en abordant la page chinoise, Giovanna Tornabuoni aurait sans aucun doute eu encore plus envie de rêver, plus loin encore, à cette forme d'extraordinaire monolithisme de l'Empire de Chine. On va aller jusqu'au bout de notre route pour aborder la dernière page, qui est la page japonaise.
Au Japon, autre civilisation de grandeur, mais alors que la Chine est en train de se construire, le Japon, lui, est en train de se démolir. C'est une période de crise presque aussi grave que la crise française ou que la crise anglaise ou même que la crise du Saint-Empire. En effet, nous sommes dans la période du Japon Ashikaga, c'est-à-dire dans cette grande période qui a suivi le monolithisme impitoyable de Kamakura. C'est une période où l'empereur décadent est enfermé à Kyoto et c'est son représentant et ministre, celui que l'on appelle le shogun, qui règne à sa place. Or, les shoguns contemporains de Giovanna Tornabuoni descendent tous du clan des Ashikaga. Ils ont su faire régner une extraordinaire période de sensibilité artistique. C'est une sorte de super Florence que le Kyoto de ces années-là, mais alors au détriment peut-être de la force même du royaume, puisqu'en fait, il n'y a presque plus des soldats, mais seulement des poètes, il n'y a presque plus d'hommes d'armes, mais presque plus que des danseurs. C'est une cour dont on dit aujourd'hui encore qu'elle est la plus exquisément pervertie que l'humanité ait pu connaître. Et c'est un des monuments de cette période Ashikaga que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de le voir, le journaliste dirait et apprendrait à Giovanna Tornabuoni que tout va bientôt très mal tourner, car il n'est littéralement pas possible qu'un Japon aussi perverti dure longtemps. Et en effet, dans le numéro suivant de la Gazette, elle apprendrait qu'un soulèvement des grands clans vient de déclencher une guerre de libération qu'on appelle la guerre d'Onin, et qui pendant 10 ans, en fait, va complètement refondre le Japon. Mais elle en resterait, elle, Giovanna, à rêver donc sur la splendeur de la cour des Ashikaga, sur cette sensibilité tellement exacerbée qu'elle en est presque schizophrène, que les shoguns avaient su faire régner à Kyoto. Et ça lui donnerait certainement très envie d'aller visiter le monument que l'on vient de construire à l'époque où Ghirlandaio fait son portrait, un palais comme on n'en a jamais vu jusqu'alors. On l'appelle le pavillon d'argent. Aujourd'hui, il s'appelle le Ginkakuji. Alors, on y va. Le Ginkakuji, dernier des lieux que je voulais vous présenter, est lui aussi contemporain et de Giovanna Tornabuoni et de Ghirlandaio. Il est aussi frais que le portrait. Voilà l'entrée même de ce vaste domaine, palais, pavillon et jardin, construit donc en plein cœur de Kyoto. Voilà donc le témoin de cette architecture infiniment délicate que vous connaissez bien, en tout cas pour la plupart d'entre vous, je crois, bois et papier, qui marque en fait tout le luxe même de la tradition japonaise. Et vous pouvez imaginer les Ashikaga dans la splendeur incroyable de leurs vêtements, ces grands kimonos empesés, brodés et rebrodés, s'exaltant en fait sur cette architecture intérieure coulissante et donc sans cesse dynamique, mais marquée essentiellement par la couleur blanche, de façon à mieux faire chanter les couleurs de ceux qui y passent. Juste ici, un vol d'oiseaux vient ponctuer cet espace et servir comme de contrepoint au trompe-l'œil des ikebana qui se trouvent au premier plan. On pourrait s'arrêter aussi à celle des pièces de ce petit palais qui a été aujourd'hui transformé en sanctuaire et du coup y admirer celui qui était au fond le Bouddha des Ashikaga, c'est le grand Bosatsu pour lequel ils avaient une foi particulièrement marquée. Mais surtout, bien sûr, nous ferions comme les Ashikaga, c'est-à-dire nous nous promènerions dans ce qui est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Ginkakuji, ce sont les jardins. Et nous découvririons alors l'immense jardin de premier plan, un de ces jardins secs, comme il en a été créé de nombreux au XVe siècle, jardins secs qui sont à la fois peut-être les plus déconcertants pour notre sensibilité d'occidentaux, mais en même temps les plus prenants qui soient. C'est-à-dire des jardins où il ne se passe rien du tout, qu'une sorte de catalyse de l'esprit qui vous fait découvrir le fabuleux monde imaginaire et de la philosophie, mais en même temps du conte, de la légende et bref, de la pensée. Ici, l'immensité de ce sable, perpétuellement ratissé depuis les années 1480 selon le même rythme et le même schéma, semble nous montrer un océan marqué par les rayons de la lune, tellement tout cela est blanc-argent.
Et comme si c'était en fait non pas un océan d'eau mais un océan de nuages, un tas de sable tout là-bas au fond rappelle le mont Fuji. Autrement dit, on dirait que le jardinier poète a fait de nous des êtres planants au-dessus du brouillard de la vie et ne pouvant contempler véritablement que le sommet du mont Fuji. Et lorsque, à méditer et à penser et à contempler devant ce jardin sec, on a gagné assez de immatérialité pour aller plus loin, alors on découvre la splendeur d'un parc japonais comme seule la période Ashikaga a su en manifester. Cours d'eau menant à des étangs, tout cela bien sûr amené entièrement artificiellement de la main d'hommes qui pensait, selon une tradition millénaire déjà, celle des grands jardiniers et maîtres de jardin. Courant donc, lac donc, accumulation de rochers, jetés, quelques arbres, la plupart de ces arbres d'ailleurs savamment sculptés par la patience des siècles et surtout celle des jardiniers, formant le plus étonnant des décors, mais surtout le plus étonnant des prétextes à méditer que l'être humain ait jamais créé. Et tout au fond de cette perspective, un admirable pavillon infiniment simple, infiniment rigoureux et même infiniment austère. C'est celui que le shogun voulait en fait faire plaquer d'argent. Mais lorsqu'il a vu ce pavillon de bois brut, il l'a trouvé si beau, et même tellement plus beau que s'il était d'argent, qu'il a décidé de le laisser tel quel. Il porte donc poétiquement seulement son nom de pavillon d'argent, mais il a gardé cette forme de rusticité infiniment raffinée qui est à proprement parler japonaise. Et juste avant de quitter ce Japon-là, on peut essayer d'imaginer qu'on vient idéalement dans ce lieu-là. Giovanna Tornabuoni, elle aussi aurait pu s'asseoir au pied d'un rocher comme cela et regarder couler le temps comme courent en fait et les cascades et les cours d'eau de ce monde-là. Voilà peut-être la place que je lui aurais donnée personnellement. C'est un des plus beaux lieux de cet immense jardin qu'est le Ginkakuji. Et de nouveau donc, Giovanna Tornabuoni rêve un bon moment, elle referme son journal et je suis sûr qu'elle a une dernière image qui sera celle-ci. C'est l'image de cet immense cortège, en l'occurrence le cortège des rois mages, mais surtout le cortège de tous ceux qui, partis de cette Renaissance et partis de ce XVe siècle, ont eu l'immense mérite et en même temps l'immense privilège de faire éclater ce que nous appelons aujourd'hui les frontières pour découvrir à la fois avec ferveur et en même temps et surtout avec bonheur la grandeur, la largeur, la beauté surtout du monde dans lequel nous vivons. Et je suis sûr que l'homme du XVe siècle, comme Gozzoli l'a peint ici, c'était un peu un homme qui avait lu la Gazette de ce soir. Je vous remercie de votre attention.